Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 3 ans et ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes et les enfants à différentes étapes, dont entre autres la mise en place d'un allaitement serein, en aidant les bébés à téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans le domaine, pour vous apporter, lors d'épisodes experts, les informations les plus justes et savoir comment vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce, qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serai très reconnaissante de prendre 1 minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Pour ce nouvel épisode avec une experte, j'accueille Oran Beresford-Wood, qui est consultante en lactation IBCLC. Avec Oran, nous allons aborder le lien entre allaitement et désordre de la thyroïde. Cette petite glande qui se trouve dans votre cou est un chef d'orchestre pour votre organisme et bon nombre de ses fonctions, dont la lactation. On va donc demander à Oran de nous expliquer à quoi sert la thyroïde dans les grandes lignes, en mettant le focus sur la lactation. Ensuite, on se demandera si cette thyroïde fonctionne trop ou pas assez, ce que cela engendre et comment le prendre en charge pour que votre allaitement ne soit pas victime d'un chef d'orchestre un peu mou ou encore carrément agité. Les dysfonctions thyroïdiennes sont fréquentes et leurs symptômes peuvent facilement se confondre avec un postpartum délicat. Alors comme d'habitude, le plus important, c'est d'être informé et si besoin, de consulter. Belle écoute. Salut Oran, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte. Alors Oran, aujourd'hui on est là pour parler hypo et hyperthyroïdie. Après quelques discussions avec des mamans ou quelques échanges sur les réseaux sociaux, il m'est apparu que c'était un sujet quand même qu'il fallait traiter et qui générait d'autres questions. Et donc je me suis dit qu'il était temps de faire un épisode expert sur ce sujet et tu as gentiment répondu à l'appel, parce que c'est pas le sujet le plus facile, si j'ai bien compris, pour les consultantes. Alors, pour commencer, la première question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce que c'est que la thyroïde ? Pour qu'on remette un peu ça dans son contexte, qu'est-ce que c'est que la thyroïde ? À quoi ça sert dans le corps de façon générale et en faisant un petit focus sur l'allaitement et la fonction mammaire ? Alors, la thyroïde, il faut savoir déjà que c'est une glande au fonctionnement complexe. Voilà, pour la situer, elle est à la base du cou, entre les 2 clavicules, voilà. Et souvent, elle est illustrée sous une forme de papillon, les ailes déployées. Donc, on a des lobes et puis on a un isthme central. La thyroïde, elle est connue pour être le siège de l'adaptabilité. Elle régule. Elle va réguler les grandes fonctions de l'organisme. Alors, lesquelles elles sont ? C'est la fonction cardiaque, c'est la tension artérielle, la température corporelle, etc. La thyroïde, elle rentre en jeu dans ces grandes fonctions. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la grossesse, l'accouchement et le postpartum, ce sont des grandes périodes de changement, de chamboulement, où les hormones ont un grand rôle. Donc, ces périodes-là vont venir solliciter de manière intensive la thyroïde. On a besoin de notre thyroïde. Si on n'a plus de thyroïde, on est obligé de prendre un traitement, très souvent c'est le lévothyrox, de manière très régulière, quotidienne, à vie. Oui, pour vraiment suppléer le rôle que la thyroïde ne peut plus faire. C'est une glande qui est toute petite dans le corps, mais dont on a plus besoin. Elle régule toutes nos grandes fonctions. Exactement, elle est indispensable. Histoire de compliquer un peu la vie des femmes en postpartum. Parce qu'elle n'était pas assez compliquée. Voilà, allons-y, compliquons-la. On sait que le postpartum, c'est une période qui est vraiment délicate pour la fonction thyroïdienne. Donc on peut voir survenir à cette occasion-là des dysfonctions qui étaient inconnues jusqu'alors. Pourquoi c'est une période qui est compliquée ? Justement par les variations hormonales qu'on a, des hormones féminines.
Ouais, exactement. Ouais, en grande partie. Le rétrocontrôle dans le corps, c'est vraiment juste pour qu'on refasse un petit point là-dessus. C'est-à-dire que quand vous avez une glande qui dégage des hormones dans le corps qui viennent vous réguler, en fait, le corps, il renvoie l'information à la glande de si c'est assez ou pas assez, pour vraiment vulgariser le truc. Donc la thyroïde envoie, on appelle ça la T3 et la T4, et ben le corps il va envoyer une information à la thyroïde pour lui dire ok, est-ce que j'ai assez de T3 et de T4. Et s'il lui dit qu'il en a pas assez, la thyroïde elle en met plus, mais s'il dit qu'il en a assez, alors elle se calme, et parce qu'elle se calme, elle calme la personne qui au-dessus, l'hypophyse, la gouverne, et l'hypophyse, elle calme aussi l'hypothalamus. Donc voilà, tout fonctionne comme ça par système de descendant et remontant pour que ça se régule le plus finement possible. Rien n'est laissé au hasard. Donc quand vous avez des bouleversements en postpartum, et bah boum, ça remonte comme information à la thyroïde. Et quand on est enceinte, on est deux. Il y a aussi bébé. Ouais. Hein, donc tout ce jeu hormonal, finalement, il se joue à plusieurs. Donc la thyroïde, elle travaille beaucoup. D'autant plus que on peut avoir des pathologies thyroïdiennes qui sont directement liées à des maladies féminines comme par exemple le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. La thyroïde, elle est responsable de la production des hormones thyroïdiennes, comme tu les as justement nommées, T3, T4. C'est très laid comme nom, mais bon, c'est très simple à retenir. Okay. Et ces hormones, elles contrôlent la vitesse des fonctions chimiques de l'organisme, c'est-à-dire le métabolisme de base, comme tu l'as décrit juste avant. Juste pour qu'on puisse vivre correctement. On a besoin d'un cœur qui bat, on a besoin d'une tension artérielle correcte, ni trop ni trop peu. Donc voilà, cet ajustement tout en finesse. Donc ces hormones thyroïdiennes, elles vont avoir deux fonctions. Elles stimulent les tissus de l'organisme pour produire des protéines, d'un côté, et elles augmentent la quantité d'oxygène utilisée par les cellules. C'est quand même pas rien comme rôle. Ouais, c'est quand même un gros rôle, sachant qu'on vit grâce à l'oxygène. Ouais. L'hypothalamus, elle, va être... et l'hypophyse vont réguler les taux d'hormones. L'hypothalamus, de son côté, ça va plutôt être du côté production. Et l'hypophyse plutôt du côté libération. Et pendant la lactation, les hormones thyroïdiennes participent à la régulation de l'ocytocine et de la prolactine. Des deux, donc et le fait que ça s'éjecte et le fait de produire. Exactement. Donc on va voir un peu plus loin quels impacts en fonction des tableaux cela va avoir sur la lactation. Très bien, donc pour aller plus loin... On a deux hormones thyroïdiennes qui, elles, contrôlent le métabolisme de base, notamment la régulation du taux hormonal, et pour l'allaitement, plus particulièrement du côté de l'ocytocine et de la prolactine. Ok, très bien. Donc en gros, ça va jouer un grand rôle, quoi. C'est ça le spoiler. Donc du coup, si j'ai un dysfonctionnement de la thyroïde, ce qui nous intéresse, qu'est-ce que ça va donner comme symptômes ? Commençons peut-être par l'hyperthyroïdie, donc c'est quand là la thyroïde fonctionne finalement trop par rapport aux besoins. Qu'est-ce que ça va donner comme symptômes, que ce soit généraux ou que ce soit sur l'allaitement ? Alors, donc on a le tableau hyperthyroïdie, et on a aussi donc à l'inverse le deuxième tableau qui est l'hypothyroïdie. Je reviens juste sur les deux parce qu'il faut savoir qu'on a très peu de données en matière de dysfonctionnement thyroïdien et lactation. C'est pas parce qu'on a peu de données que ça n'existe pas. Attention, c'est juste que ce n'est pas étudié. Donc, dans la littérature scientifique, on n'a pas beaucoup d'écrits sur lesquels s'appuyer. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Je précise bien pour les mamans, parce que ce sont des tableaux quand même qui sont délicats à dépister, et donc les mamans, elles peuvent être rapidement incomprises ou peu considérées. Mais non, je tiens à les rassurer. C'est pas parce que c'est pas étudié qu'il y a rien, ouais. Exactement. Par exemple, mon métier n'existerait pas. Exactement. Il n'est pas très étudié, mais il existe bien et je vous promets, on fait des choses bien. C'est ça.
Alors, j'ai un peu plus de données sur les hypothyroïdies que l'hyperthyroïdie, mais je vais quand même vous présenter le peu de données que j'ai. Alors, vous verrez que je vais faire le parallèle avec une espèce animale, le rat, notamment la rate, parce que c'est dans une étude que j'ai pu relire pour préparer le podcast, c'est l'animal qui a été étudié pour pouvoir mettre en lumière les dysfonctions en lien avec l'hyperthyroïdie. Donc, l'hyperthyroïdie, ça veut dire que la thyroïde produit un excès d'hormones thyroïdiennes. Hyper, c'est trop. Au niveau des symptômes, on peut observer une accélération de la majorité des fonctions de l'organisme. Alors, le rythme cardiaque, le métabolisme, donc du coup, on maigrit, mais aussi au niveau émotionnel, une anxiété, voire une fatigue chronique. L'hyperthyroïdie, ça vous pompe. Or, quelle période... En fait, vous êtes en sur-régime. C'est comme si Exactement. vous pédaliez, vous savez, dans le vide, quoi. C'est-à-dire que votre vélo, il est obligé, enfin, vous êtes obligé de plus pédaler que ce qu'il faut, quoi. C'est ça? Ouais. Ou alors, c'est comme quand tu as la pédale sur l'accélérateur, mais tu débrailles pas. Ah oui, d'accord. Ouais, ça, c'est une belle image. Mais je vais faire le parallèle avec une période dans la vie d'une femme où on est un peu en sur-régime aussi, sans avoir beaucoup de ressources. Le postpartum, par exemple. Oui, donc là, Ok. c'est là que tu commences à nous expliquer que ça va pas être facile à diagnostiquer nécessairement si ça arrive en postpartum, c'est ça? Ouais, le dépistage, il est pas évident. Ok. Il est pas évident. Donc du coup, j'augmente mes fonctions générales, mon rythme cardiaque, mon système digestif aussi, ça peut donner des diarrhées, non, c'est ça? Ça peut. Après, toutes les hyperthyroïdies ne vont pas cocher tous les Oui, on symptômes. coche pas nécessairement toutes les cases, tout à Voilà. fait. Le Mais tableau complet, il y aurait ça aussi. ouais, il faut juste garder en tête que c'est quelque chose qui va venir accélérer. Donc, la tachycardie, la fatigue, les fonctions de base de l'organisme. Ok, très bien. Et au niveau de la lactation, qu'est-ce que ça donnerait? Et donc, au niveau de la lactation, c'est là où je vais faire parallèle avec les rats, parce que c'est Allons-y. les données que j'ai pu relever. Donc, accélération, pour une fois, ça peut aider. C'est-à-dire qu'on peut voir une montée de lait plus rapide que les durées habituellement observées. D'accord. En revanche, Ça, c'est si plutôt cool. Comment? C'est plutôt cool pour pouvoir Ouais, partir de la matière sereinement. ça peut être sympa. En revanche, si le tableau d'hyperthyroïdie est sévère, voire mal équilibré, on observe dans certains cas un échec de la mise en route de la lactation D'accord. Pourquoi? par rapport à la régulation des taux hormonaux. Et on observe aussi des problèmes de réflexe d'éjection. Rappelle-toi au tout début, j'ai dit que la thyroïde, elle intervenait dans la régulation de la prolactine et de l'ocytocine. Et Mhm. en fait, là, dans l'hyperthyroïdie, le désordre, il est tellement majeur que les fonctions de base, elles s'effondrent. D'accord. Voilà. Donc, si on peut observer des échecs de lactation, et du coup, par effet domino, on peut aussi observer des difficultés dans la mise en route, dans la mise en œuvre du lien d'attachement avec son bébé. Ça, c'est ce qui a été observé chez les rats. D'accord, oui. Une autre étude nous a montré que chez des mamans qui venaient de donner naissance, avec un mauvais contrôle de leur hyperthyroïdie, donc des mamans qui étaient connues pour avoir une hyperthyroïdie, mais qui étaient toujours en déséquilibre, c'est-à-dire qu'elles étaient traitées, mais le traitement n'était pas suffisamment efficace pour Stable. stabiliser le tableau. Là, on a observé une inhibition de la lactation, voire même des grandes difficultés au niveau des volumes produits de colostrum. D'accord. Et on a vu aussi un échec de la mise en œuvre des stratégies habituelles pour augmenter les lactations, pour augmenter la D'accord. lactation. Ok, très bien. Alors donc du coup, ça peut un peu donner les deux extrêmes. C'est-à-dire qu'à la fois, tu peux avoir une lactation qui se met assez rapidement en route. Tu te dis, oh tiens, bah, c'est cool, c'est arrivé plus vite que prévu. Et à la fois, ça peut tout te mettre en vrac. C'est fonction de l'intensité du dérèglement, c'est ça?
Exactement. De toute façon, ce qu'on va observer là, ce qu'on va entendre au travers du podcast, c'est que la pathologie, si elle est mal équilibrée, c'est ça le plus gros problème. Une hyperthyroïdie qui est bien équilibrée, mais qui varie un petit peu sur la fin de grossesse, juste après la naissance, à cause des hormones de la période, va générer cette rapidité de lactation. Mais il n'empêche que le tableau, il est quand même plutôt stable. Par contre, on a des tableaux qui ne sont pas du tout équilibrés et c'est là où, pour l'allaitement, c'est vraiment très compliqué, voire impossible. On peut se retrouver sur un vrai manque de lait, sur une hyperthyroïdie, en fait. C'est pas la bonne nouvelle, hein. Non, c'est pas la meilleure nouvelle que tu avais à nous annoncer pour commencer, mais vas-y. Voilà, c'est dans les tableaux sévères. J'insiste bien là-dessus, c'est les tableaux sévères ou très déséquilibrés. Parce que souvent, les hyperthyroïdies, elles sont traitées et une hyperthyroïdie traitée, ça roule. Oui, et dans nos pays occidentaux surmédicalisés, c'est quand même rare de se retrouver en fin de grossesse avec une thyroïde qui est complètement en vrac et qui a été vue par personne. Oui, tout à fait. Après, ça peut arriver pour des mamans qui ont un tissu social assez faible, avec un suivi médical laborieux, voire des ruptures dans le parcours de soins. Oui, ça peut arriver, tout à fait. Je pense qu'en maternité, moi je travaille en cabinet libéral, ça va pas être le tout venant. Mais en maternité, où l'accueil est beaucoup plus pluriel, ça peut être des cas rencontrés. Donc ça, c'était pour l'hyperthyroïdie. Petit dérèglement, ça se stabilise, mais il y a juste des petites variations. Ça peut donner une petite accélération de la montée de lait. Par contre, voilà, si tableau trop déséquilibré, à l'inverse, ça va venir inhiber les fonctions mammaires. Du coup, par rapport au traitement pour l'hyperthyroïdie, il faut savoir que l'utilisation pendant l'allaitement est possible. Le risque est très bas parce qu'en fait, la quantité ingérée via le lait maternel est très faible. Ok, donc le principal traitement, c'est le lévothyrox. Pardon, sur l'hyperthyroïdie. Qu'est-ce que c'est le principal traitement, c'est justement Propylex, propyltiuracil. Par contre, si on a un tableau déréglé, un traitement qui est plus important que les dosages habituels, là, ça nécessite quand même une surveillance du côté du bébé, avec parfois des prises de sang pour avoir les dosages sanguins des T3, T4 de l'enfant. De l'enfant, ok, oui, pour être sûr que lui ne soit pas impacté par cette prise d'abaisseur d'hormones, quoi, c'est ça ? Tout à fait. Donc du coup, moi, si je suis une maman allaitante, que j'ai une hyperthyroïdie et que je suis traitée par du Propylex, je ne dois en aucun cas m'inquiéter de ce que ça peut faire sur mon bébé. Si c'est un dosage important, ça peut nécessiter des prises de sang, mais c'est sur le principe un traitement qui est compatible avec l'allaitement. Dans le temps, il n'y a aucun problème. Oui, l'utilisation est possible et il y a eu plusieurs études de menées, dont sur des allaitements longs, avec des bébés qui ont été dosés à plusieurs mois différents tout au long de l'allaitement et où on avait un équilibre tout à fait normal des dosages des hormones thyroïdiennes. Ok, bon bah super, c'est rassurant du coup. Et alors si à l'inverse, j'ai une hypothyroïdie, j'ai un tableau d'hypothyroïdie, qu'est-ce que ça va donner sur le plan général et plus particulièrement sur les hormones, sur la fonction mammaire, pardon. Donc l'hypothyroïdie, à l'inverse de l'hyperthyroïdie, c'est l'incapacité de la glande thyroïde à produire suffisamment d'hormones. Et à nouveau, ce dysfonctionnement-là retentit sur toutes les grandes fonctions de l'organisme. Donc on peut observer aussi une grande fatigue. Oui, parce que d'un côté comme de l'autre, sur ou sous régime, ça dépend comment on réagit aussi. On peut retrouver une perte d'appétit. On peut retrouver également un état dépressif. Ça, c'est les symptômes les plus courants. Mais on peut voir également une intolérance au froid, la peau sèche, l'amincissement des cheveux. Or, ces symptômes-là, on peut également les retrouver durant la période postnatale. Donc, on a une plus grande confusion entre le tableau thyroïdien et le postpartum pour bien différencier l'un de l'autre et savoir en fait à quoi sont dues les difficultés d'allaitement. Ok, donc c'est là que ça se complique. C'est là que ça se complique. Cette hypothyroïdie, elle a un impact sur la production de lait. Et là, c'est plutôt côté réduction de la production. C'est moche. Surtout que des fois, on observe la baisse de lactation avant les signes d'hypothyroïdie. C'est-à-dire que la baisse de lactation précède
elle intervient avant. Et donc, c'est dans les diagnostics différentiels, on passe régulièrement à côté. Spontanément, quand il y a une baisse de lactation, on va pas penser à thyroïde. Bien sûr, et puis surtout que tu vois, t'as une maman qui arrive, qui dit oh là là, j'ai l'impression d'avoir moins de lait, etc. Mm. Et qui te dit et puis j'ai pas le moral en ce moment, je suis fatiguée, j'ai pas trop d'appétit. C'est vrai que de prime abord, tu te dis bon bah voilà, elle est en plein postpartum, elle est pas en forme. Est-ce que cette maman va bien? Est-ce qu'il y a eu quelque chose avant qui l'a perturbée? Et tu te dis bah tu te jettes pas tout de suite sur la thyroïde, quoi. Mm. Or, la thyroïde, enfin les fonctions thyroïdiennes devraient faire partie des diagnostics différentiels dans les difficultés de lactation. Que ça soit du côté de la production, parce qu'on a vu que ça pouvait avoir un impact sur le volume de lait produit, mais aussi sur les difficultés d'obtention du lait, parce que, étant donné que la glande thyroïde a un impact sur l'ocytocine, elle peut avoir un impact sur le réflexe d'éjection du lait. Et donc on peut avoir une lactation qui tient la route, et en fait un bébé qui n'arrive pas à obtenir tout le lait dont il a besoin. D'accord. Et là, on a l'émotionnel qui intervient. Parce que la mère, si vous lui dites, mais en fait, c'est parce que vous n'arrivez pas à éjecter suffisamment correctement le lait, elle va se dire, ah, mais mon Dieu, c'est de ma faute si mon fils ou ma fille ne prend pas assez de poids, s'il a faim, si machin, si bidule. Ouais, donc là, c'est hyper difficile, en fait. Mais c'est délicat. Plus c'est difficile. Oui, disons ça. C'est délicat de faire ce qu'on appelle du diagnostic différentiel hein, dans la santé, de savoir voilà, quels sont ces symptômes et à quoi ça doit me faire penser, quelles sont les choses que je dois éliminer pour me dire que voilà, il y a juste une lactation à relancer et une maman à requinquer qui ira mieux dans 3 semaines, quoi. Après, ça fait partie aussi de la consultation chez la consultante. Hein. L'anamnèse, elle sert pas à rien. Quand on vient questionner la maman sur ses antécédents médicaux, voire familiaux, bah, c'est parce que, a priori, ça peut nous donner des informations intéressantes. Parce qu'il y a une notion de génétique dans la thyroïde. On peut, oui. On sait que la prévalence est plutôt sur la population féminine. Dommage. Voilà, une chose de plus. Et donc parfois on peut observer dans des familles que bah voilà, de mère en fille on observe des désordres thyroïdiens. Ça peut éventuellement nous mettre un peu la puce à l'oreille. Ou alors une maman qui se présente et qui nous dit dans mes antécédents, moi je suis connue pour avoir des nodules thyroïdiens, il n'y a pas de dérèglement jusqu'à présent, j'ai pas eu besoin d'être opérée. Ah oui, mais quand même, on sait que. J'ai une petite question à propos de l'hyperthyroïdie, si on revient dessus. Dans un premier temps, tu nous as dit ça peut accélérer la montée de lait. Est-ce que ça peut aussi, tu vois, sur un truc bon, pas trop mal équilibré, créer une hyperlactation, du coup? Je Ou ne sais non? pas. En tout cas, je n'ai pas trouvé cette information-là. Je ne sais pas. Je sais que il faut garder en tête que sur les hyperlactations, il faut penser quand même thyroïde. Voilà, tout simplement. Alors, je dis que je ne sais pas parce que pour préparer, je n'ai pas trouvé d'éléments sur l'hyperlactation en lien avec la thyroïde. Ça existe peut-être, hein, mais j'en ai pas pour aujourd'hui. En revanche, si on reprend la base que la thyroïde, elle a une part de responsabilité au niveau de la régulation de l'ocytocine et de la prolactine, dans les hyperlactations, on a forcément un rôle clé de la prolactine. Donc de manière logique, il y a un lien de cause à effet. Après, dans quelle proportion, dans quel tableau spécifiquement, etc., je sais pas. Mais moi, je pense que dans les tableaux d'hyperlactation, alors hyperlactation, c'est pareil, hein. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot hyperlactation? Ouais. Hein, parce Ouais, que bien sûr. étiqueter rapidement hyperlactation, c'est facile. Mais dans les vrais tableaux d'hyperlactation, comme j'ai déjà pu en voir en cabinet, on peut observer des dysfonctions thyroïdiennes. Ok, donc à production de lait qui soit finalement trop intense ou pas assez, ou il y a quand même cette question à se poser de est-ce qu'il y a un dérèglement thyroïdien qui impacterait la fonction de la prolactine et de l'ocytocine? L'hyperthyroïdie, on est dans l'accélération des fonctions de l'organisme. Notre corps, il n'est pas prévu pour produire une quantité de lait disponible comme si on avait 4 enfants, alors qu'il n'y en a qu'un qui dort sur nos genoux. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la machine s'emballe? Et là, on est à distance de la montée de lait. Hein.
Oui, oui, on parle pas des seins qui explosent à J3, quoi. Ok, très bien. Donc ça nous donne déjà pas mal d'infos. Si on comprend bien de ce que tu nous dis, si le dérèglement il est connu avant la grossesse ou pendant la grossesse, que c'est suivi, finalement... Ah non, tu nous as pas parlé du traitement des hypothyroïdies, pardon. Pour les hypothyroïdies, on va plutôt être sur du lévothyrox. Tout simplement. Donc qui est mettre des hormones dans l'organisme, quoi. Ouais. L'aspect un petit peu plus négatif, c'est qu'une hypothyroïdie non traitée pendant la grossesse, on peut avoir des conséquences sur le bébé. Il peut y avoir une altération de l'état général de l'enfant à la naissance. Ça peut rendre l'allaitement plus difficile. En plus des difficultés de lactation liées à cette hypothyroïdie-là. Oui, parce que du coup, le bébé, lui aussi, va être en sous-régime, c'est ça? C'est-à-dire qu'au niveau du développement embryonnaire, on peut rencontrer quelques difficultés. On peut par exemple avoir un retard de croissance, on peut avoir une naissance prématurée, on peut avoir un bébé né à terme mais de petit poids. Voilà, on peut avoir ce genre de tableau. Et donc on sait que ça c'est aussi des aspects qui peuvent venir entraver les débuts d'allaitement. Donc tu ajoutes en plus la symptomologie du côté de la maman. Et donc là tu as un combo pour démarrer l'allaitement des plus aisés. C'est pas terrible. Ok, et donc ce lévothyrox qu'on prend en cas d'hypothyroïdie, donc si on a déjà cette hypothyroïdie par exemple d'avant la grossesse et qu'on cherche à réguler au mieux, est-ce que je dois m'inquiéter si je suis sous lévothyrox d'allaiter mon bébé? Est-ce que c'est compatible avec l'allaitement? Est-ce qu'il y a un risque, quel qu'il soit, de prendre ça en allaitant? L'utilisation du lévothyrox pendant l'allaitement est possible, il n'y a aucun souci. De toute façon, vous pouvez être autonome sur la recherche de vos molécules de traitement. Vous pouvez, moi je trouve toujours intéressant de croiser deux bases de données différentes. Donc, en tant que consultante, j'ai pour habitude de vérifier et sur le CRAT, donc qui est une base de données française, et sur i-lactantia, qui est une base de données espagnole, si je me trompe pas. Donc du coup, l'interface, vous l'avez soit en anglais, soit en espagnol. Mais même si vous ne maîtrisez pas l'anglais, il y a des codes couleurs, c'est très facile. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la base de données e-lactantia, elle vous donne les alternatives dans le cas où le traitement que vous recherchez est incompatible avec l'allaitement. Ce que le CRAT ne propose pas. Ouais, donc ça c'est hyper ludique. Bon, et puis c'est en anglais, en espagnol, mais vous savez, Google est notre ami et Google traduit maintenant les pages internet, donc à 2-3 subtilités près, on peut comprendre. C'est ça. Sur le CRAT, vous avez des notions par rapport à l'utilisation du traitement pendant la grossesse que vous n'avez pas sur e-lactantia. Donc en fait, elles ont... Oui, e-lactantia, c'est vraiment spécifique à l'allaitement, c'est ça? Exactement. Ok, donc on peut faire un combo des deux si jamais on a l'impression qu'il nous manque une info sur l'un ou qu'on a envie de la double-checker, on va sur l'autre. C'est ça. Et puis si vous trouvez pas le traitement sur l'un, a priori vous le trouverez sur l'autre. Et moi je trouve que c'est toujours intéressant quand même de croiser les données. Parce que parfois il peut y avoir des erreurs aussi dans la saisie des données. Et du coup au moins ça permet d'avoir une vérification et d'être plus sûr. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Donc, du coup, encore une fois, si ces dérèglements, ils arrivent en amont, qu'ils sont suivis, finalement, le but du jeu, si je comprends bien, c'est de les équilibrer. C'est que les mamans soient les plus stables possibles sur leur fonction thyroïdienne, de façon à ce qu'elles aient pas de problème. En revanche, si jamais tout ça survient après l'accouchement, comme tu le disais, le postpartum, c'est une période de dérèglement hormonaux physiologiques et qui peuvent venir impacter cette thyroïde. Donc si cette thyroïde, elle était là, qu'elle elle tenait le coup, etc., et qu'il y a une variation hormonale importante en postpartum, ça peut venir finalement la dérégler à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans ce postpartum quand ça commence à se dérégler? Comment faire le tri entre cette thyroïde qui va bien ou pas bien, ou cette maman qui est un peu déprimée, fatiguée, qui s'amaigrit un peu. Enfin, du coup, comment on fait le tri? Est-ce que c'est les signes d'alerte qu'on doit avoir, nous, en tant que maman, pour se dire, bon, là, quand même, peut-être que ça vaudrait le coup que je consulte pour faire checker ma fonction thyroïdienne, quoi. Je pense que à partir du moment où on se pose des questions sur sa lactation, ça vaut le coup de consulter. Après, de consulter quelqu'un qui
dont c'est le métier, c'est encore plus facile parce qu'a priori, le professionnel de santé qui vous recevra à ce moment-là aura ce réflexe d'intégrer les tableaux de thyroïde dans les diagnostics différentiels. Ok. Il est vrai que on peut avoir une thyroïde qui ne montre aucun signe de dysfonctionnement avant une naissance. Et que durant le postpartum, on ait un dérèglement et dans ce cas-là, on puisse se retrouver confronté à une thyroïdite. La thyroïdite du postpartum, ça représente quand même 5 à 7% des grossesses. C'est pas mal, hein? Bah, c'est ça pas commence rien. à faire du monde. Ouais, un petit peu quand même. Cette thyroïdite, on la retrouve plus fréquemment chez certaines mamans qui ont des facteurs de risque comme le tabagisme et le diabète insulinodépendant. Donc là, à nous aussi d'avoir peut-être cette petite ampoule qui clignote quand on entend bon bah moi je suis fumeuse, j'ai réussi à réduire ou pas et peu importe, on s'en fout, c'est pas le sujet du jour, mais voilà, je suis fumeuse, j'ai accouché et puis bah ouais, la lactation c'est pas fou. Ah, schling, la lumière s'allume. Ouais. Et cette thyroïdite, c'est là où elle est un petit peu difficile à dépister. C'est que c'est une alternance du tableau hyperthyroïdie puis hypothyroïdie. Mais le postpartum, c'est une alternance aussi de rythme physiologique. Ouais. Donc, il n'y a pas de secret. Il faut inclure le dysfonctionnement thyroïdien dans les diagnostics différentiels et il faut suivre cette maman. Il faut la recevoir et il faut regarder ça de près de manière à pouvoir proposer la meilleure solution possible au moment adéquat. Parce que une lactation qui est pas top, mais c'est pas la cata non plus, c'est le tableau un petit peu vicieux. On pourrait être tenté de donner des galactogènes, de rebooster, de machin, de bidule. Mais si on n'a pas traité l'origine du trouble, ça sert à rien. Et donc là, j'adore sortir mon exemple de la voiture. Alors, vas-y, l'exemple de la voiture. La voiture d'Oran. Voilà. Changer les roues s'il n'y a pas de moteur, ça sert à rien. Ça roule toujours pas. Bah, va falloir la pousser, quoi. Ouais. Mais à un moment donné, tu la pousseras plus parce que tu seras trop fatigué. Exactement. Donc, si les galactogènes, ce sont les roues, et que la lactation, c'est le moteur, je change les roues. Oh, trop bien, je suis ravie. Mais que ma bagnole, elle a toujours pas de moteur, bah, je peux toujours essayer d'appuyer sur la pédale d'accélérateur. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, là, c'est vraiment le travail du professionnel de santé. C'est de poser les bonnes questions, c'est d'avoir en tête tout l'étendue des possibles et c'est de pouvoir offrir un suivi rapproché. Parce que qui dit problème de lactation dit a priori problème de prise de poids du côté du bébé. Donc généralement, de toute façon, on laisse pas dans la nature cette diade là en mode freestyle et merci à dans un mois. Oui, et donc là, on dit souvent, si jamais la lactation n'est pas bonne, regardez côté bébé comment il tète, puisque le sein est une glande, si on lui demande de produire, il produit, et si on lui demande pas bien, il produit pas bien, si on lui demande pas, il produit pas. En amont de ce sein, il y a une autre glande qui gère la glande du sein, et donc voilà, si on lui demande correctement, mais que là-haut, ça répond pas, pour d'autres raisons, alors on peut avoir le même problème. Et puis alors après, tu peux aussi avoir un bébé qui tète pas bien et un problème de thyroïde. On a le droit de cumuler les problèmes. Oui, parce que c'est comme les millefeuilles, à plusieurs étages. Et donc, il y a beaucoup de crème. Mais là, ça peut être compliqué. Hein. C'est des allaitements qui sont... On peut rattraper, mais il faut être rattrapé au bon moment par les bonnes stratégies. Et des fois, c'est trop tard. Donc encore une fois, en tant que maman, la première question que je me pose, c'est j'ai l'impression que c'est trop ou j'ai l'impression que c'est pas assez, déjà, je consulte. Okay. Le postpartum, c'est une période inconnue à vivre. Chaque bébé, chaque maman va vivre son propre postpartum
J'ai 2 enfants, j'ai vécu 2 postpartum différents. En revanche, je pense que si on offre un espace suffisamment sécure pour la maman pour qu'elle puisse se poser, elle peut nous donner beaucoup d'indications aussi. Je suis épuisée, mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Combien de mamans vont être prises en compte là-dedans? Oui, bah madame, vous venez d'accoucher. Oui, certes, mais elle nous dit quand même il y a un truc qui cloche. Elle est bien consciente que la période est fatigante, et il y a un petit truc en plus. Donc quel crédit on accorde aussi au dire des mamans, dans ce qu'elles viennent nous donner comme information sur leur propre vécu? Ok, oui, donc comme toujours, il faut être à l'écoute. Oui. Plus de cette maman qui donne un signe de plus. C'est pas juste je suis fatiguée, voilà, c'est pas facile de s'adapter. C'est quand même. Ouais, cette maman, c'est ce qu'on appelle l'infra-langage en fait d'ailleurs. Hein. C'est ces signes qu'on peut ressentir plus qu'entendre finalement. Voilà. Et pour moi, ça fait partie de l'anamnèse de la consultante. Ça fait partie du dossier et ça doit être considéré. Ça doit absolument être considéré. La thyroïdite du postpartum, ça intervient à quel moment dans le postpartum? Est-ce qu'il y a un laps de temps, tu sais, dans lequel c'est le plus souvent que ça se déclenche? C'est dans les suites de la naissance. Après, l'hyperthyroïdie intervient souvent en premier lieu, enfin les symptômes d'hyperthyroïdie. Et donc, on peut passer à côté parce que ça peut être dans les premiers jours. Il y a des professionnels aussi, j'ai lu dans les études, qui décident d'attendre que la période d'hyperthyroïdie passe avant de traiter le tableau d'hypothyroïdie. Ça va dépendre aussi du professionnel qui va prescrire. Mais c'est vraiment dans les premiers jours, premières semaines. D'accord, ok, oui, donc c'est pas, je sais pas moi, 6 mois après, Non, j'ai une baisse de lactation, là on n'est plus dans des non. thyroïdites du postpartum. Mais ça veut pas dire qu'il y a pas un dysfonctionnement thyroïdien quand même. Tout à fait, mais c'est pas la même pathologie. Voilà. Ok, très bien. Donc du coup, qui je consulte en premier lieu? La consultante ou l'endocrino? Ça dépend. Antécédent, pas d'antécédent. Consultante sur place, pas de consultante sur place. Enfin, Idéalement, faudrait consulter les deux, quoi. alors, il faut pas se leurrer, hein. Enfin, moi, j'habite dans la Nièvre, on est en Bourgogne. Pour avoir un rendez-vous, même en urgence chez l'endocrinologue, il faut plusieurs mois. Ah oui. Bah oui. Oui, mais ceci dit, ça, un médecin généraliste est peut-être capable de s'en charger, non? Alors, le médecin généraliste, il peut très bien au moins prescrire le bilan sanguin. Bah oui, histoire qu'on sache où est-ce qu'on va. Voilà, si la maman, elle arrive en premier lieu chez la consultante, elle peut très bien se mettre en lien avec la sage-femme ou le médecin traitant, au moins pour déjà démarrer, ne serait-ce que les examens de contrôle. Mais c'est là où c'est difficile, c'est que les premières prises de sang peuvent être subnormales. Donc les résultats, ils sont dans la norme. Ouais, subnormal, ça veut dire presque normal. Voilà. Mais vu que c'est du postpartum, c'est un poil au-dessus, un poil au-dessous, on se dit oui, bon, elle vient d'accoucher, Voilà, allez, ça inquiète personne. exactement. C'est pour ça que le suivi est important. Parce que c'est aussi la comparaison entre les différents résultats qui vont nous permettre de voir une évolution d'un côté ou de l'autre. Mais ça, à la rigueur, ça peut être voilà, du travail conjoint, hein, en réseau. Généralement, les mamans qui ont déjà des antécédents, elles accéderont plus facilement à un suivi avec un endocrinologue. Et nous, de prime abord, démarrer par l'endocrinologue, sur notre territoire, c'est impossible. Oui, mais ceci dit, je crois pas que ce soit hyper facile à Paris non plus, hein. Ok, donc du coup, on peut déjà mettre en place certaines choses sans aller vers le spécifique, l'endocrino qui s'occupe de ces pathologies endocriniennes. Il y a des choses à faire, les médecins généralistes savent aussi prendre en charge ce genre de choses jusqu'à un certain point et sauront réorienter et puis peut-être d'ailleurs seront cette passerelle pour arriver plus facilement à un endocrinologue s'il y a besoin. Ok, donc... Et puis, on reste quand même sur la lactation et le professionnel de la lactation humaine, c'est la consultante. C'est pas l'endocrinologue quand même. Oui, bien sûr, c'est pour ça, c'est de façon conjointe. Oui, pour moi, il n'y a pas l'un prioritaire par rapport à l'autre. Mais
C'est mon point de vue, hein. Non, non, mais c'est des deux côtés, puisque de toute façon, la maman, bon là en l'occurrence on est dans Milkshaker, donc on parle d'allaitement, là elle vient sur une problématique d'allaitement. Le reste sera là aussi, mais ce qui l'amène c'est ça. Après, si dans le meilleur des mondes, l'endocrino, le médecin, etc. peuvent dire, et du coup vous allaitez, ah bah votre allaitement ça se passe bien, ah bah justement pas terrible, je manque un peu de lait et tout, ah bah allez consulter une consultante, voilà, ça c'est dans le meilleur des mondes. Ah ouais, ce serait génial. Et Comme le meilleur des mondes n'existe pas encore, mais ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Donc, du coup, très bien. Donc, dans le meilleur des mondes, encore une fois, vous avez accès à ces deux spécialités. La consultante en lactation qui va suivre le dossier côté lactation et vous donner aussi, on va en parler après, les tips pour vous accompagner en attendant de régler le fond de l'histoire. Et vous avez accès à la partie médicale, l'endocrino, le médecin généraliste ou quiconque qui s'y connaît assez pour vous suivre et qui pourra essayer de régler ce problème, le problème d'origine. Donc, une fois que ça c'est dit, qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que tu peux faire plutôt en tant que consultante pour accompagner ces mamans qui sont dans une problématique probable d'hypo ou d'hyperthyroïdie? Est-ce que, bon là j'ai l'impression que dans les deux cas finalement, ce qui prédomine c'est le manque de lait dans l'hypothyroïdie et peut-être l'hyperthyroïdie dans l'hyperlactation, mais bon, on ne sait pas trop, on n'a pas de données là-dessus. les problèmes de réflexe d'éjection du lait dans l'hyperthyroïdie. Et les problèmes de réflexe d'éjection du lait. Ok, donc du coup, est-ce que tu peux... Donc, en cas d'hypothyroïdie, en cas d'hyperthyroïdie, qu'est-ce que c'est l'accompagnement de la consultante? Quels sont les premiers tips qu'on peut déjà conseiller aux mamans pour les accompagner et pas foutre l'allaitement en l'air? Alors, je le redis et j'insiste, la priorité, c'est d'équilibrer le tableau. Bien sûr. Voilà, vraiment, vraiment, vraiment. Oui, on joue pas aux petits chimistes à prendre des galactogènes et des machins si on a la thyroïde complètement à côté de la plaque. Hein. Mais non, ça servira à rien. Ça n'aura En pas plus. le résultat escompté. Non, la thyroïde, elle est plus forte que je sais pas qui, que le fenouil. Fenouil. Thyroïde, fenouil, la thyroïde, elle lui met un KO au fenouil. Voilà. Après, évidemment que voilà, quelques stratégies en matière d'allaitement peuvent être proposées. Alors, déjà au niveau du réflexe d'éjection, hein, le spray nasal d'ocytocine, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais entendu parler. T'as jamais entendu parler? J'ai pas de photo, mais regarde déjà la tête que ça a sur Google. Le spray nasal d'ocytocine, tu viens sniffer. Génial. Une dose d'ocytocine. Du coup, par capillarité, ça passe dans le système sanguin. Ok. Donc ça te fait un petit un shoot. Un shoot d'amour. Un shoot d'ocytocine. Voilà. Génial. Tu peux aussi amorcer le réflexe d'éjection avant la mise au sein. Avec un massage approprié. Le massage avant la tétée du tissu mammaire, ça facilite aussi l'obtention du lait par le bébé. La compression mammaire pendant la tétée, ça peut faciliter l'expression et contrecarrer en partie ces difficultés-là. Donc voilà, là c'est vraiment de manière à pouvoir augmenter l'obtention du lait du bébé au sein. D'accord. Et les galactogènes, oui, quand même, si le traitement, c'est bon. Ok. Voilà. Donc, d'accord. La forme. Les galactogènes, rappelle-nous. Les oléagineux. Le fenouil. Voilà, le fenouil, fenugrec, chardon béni. Tu as aussi en homéopathie éventuellement. Alors là, plutôt te rapprocher d'une sage-femme pour qu'elle puisse prescrire ce qu'il faut. Même si tu peux y accéder sans prescription, tu as les pharmaciens qui peuvent tout à fait répondre à ça. La levure de germe de blé, l'infusion aussi de feuilles de sureau. Tu peux faire aussi des mélanges avec fenouil-ali, galéga et puis fenugrec. Enfin voilà, tu peux faire de mix. Et puis je pense que les galactogènes, ça se développe bien aussi sur le marché actuellement. Ouais, je vous remettrai au passage la recette de la soupe magique là.
de Bérangère dans l'épisode sur la lactation induite. Une maman qui est partie au Maroc pour adopter ses enfants et là-bas on lui faisait la soupe magique galactogène, alors je vous le remettrai, c'est l'occasion. Oui, c'est très très bien. De toute façon, les infusions, les plantes, c'est bien nos grands-mères, nos arrière-grands-mères qui nous ont transmis ces informations-là. Hein. Tout à fait. Les soupes, les tisanes, il faut y aller. C'est dans les meilleurs pots qu'on fait les meilleures soupes. Ok, donc en cas de baisse de lactation, finalement, qu'importe le tableau d'hyper ou d'hypo, si on a une baisse de lactation, ça peut être c'est galactogène, mais encore une fois, bien garder en tête qu'il faut régler le tableau général. Oui, et on n'oublie pas bébé. Hein. Et on du n'oublie pas côté bébé. bébé, comment ça va? Parce que des fois, on peut être focus sur la maman, et on passe à côté aussi de difficultés du côté du bébé. Donc on s'assure que... Tu veux dire au niveau de sa succion, est-ce qu'il ouais, tète correctement ou pas? voilà. Et puis comment il est né, quel est l'impact des pratiques périnatales, quel est le tableau général, hein, l'état général de ce bébé. Ok, très bien. Quand on allait en duo. Donc même si la thyroïde de maman est en vrac, ça vaut le coup de checker quand même du côté de bébé. Ok, tout à fait. Très bien. Donc, si on veut résumer... l'hypo et l'hyperthyroïdie, c'est un peu galère en fait, hein. Avec l'allaitement. Si c'est bien stabilisé, c'est pas un souci, mais si pas stabilisé ou qu'on le sait pas, ou ce dérèglement qui intervient dans un postpartum qui est déjà une période un peu particulière, et vu les signes et symptômes que donnent l'hypo et l'hyperthyroïdie, on peut finalement assez facilement passer à côté. Alors, sans dire que tout le monde a un problème de thyroïde dès qu'il y a un problème de lactation, mais c'est, voilà, comme on le dit, un diagnostic différentiel à ne pas oublier pour ne pas passer à côté et en effet donner des galactogènes à une maman et puis lui faire prendre en charge je ne sais pas quoi et s'acharner sur un bébé qui tète finalement pas trop mal alors qu'en fait derrière on a une thyroïde qui est en vrac, quoi. Tout à fait. C'est ça. Oui. Donc pas facile à diagnostiquer, on ne le dira jamais assez. Écoutez-vous si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne colle pas et que les réponses qu'on vous donne en face vous semblent, vous savez pas pourquoi, mais pas tout à fait adaptées à votre cas. Il n'est jamais impossible de prendre un deuxième avis, d'aller creuser. Voilà. Tout problème de lactation, de quantité de lait peut laisser penser à un trouble thyroïdien derrière et même si c'est pas le plus fréquent des cas, il faut y penser. C'est ça ? Très bien résumé. Ok, merci. Je crois que j'ai bien retenu la leçon. Ok, merci Aurane. Est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose ou tu penses qu'on est bien là? Que ça fait déjà une bonne somme d'informations pour une maman qui connaît pas cette problématique et qui cherche à savoir si elle peut être dedans? Moi, je pense que c'est une bonne sensibilisation puisqu'on n'est pas médecin. Donc, ça sert à rien de rentrer dans les détails. De savoir que ça existe, qu'éventuellement ça peut se présenter sous tel et tel tableau, ça reste des informations qui sont utiles dans notre vie de maman ou pour dépanner une cousine, une amie, et puis peut-être pour sensibiliser aussi notre médecin ou notre consultante. Ok, super. Eh bien écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Je pense que voilà, c'était important de faire cet épisode-là. Moi, je suis là depuis le début de Milkshaker pour dire, c'est... réfléchissez si jamais il y a un manque de lait, si jamais il y a quelque chose qui cloche, il faut réfléchir, succion, est-ce que c'est ok, est-ce que la demande elle est ok? Parfois la demande elle peut être ok, mais derrière il y a un dérèglement de notre côté et encore une fois la période de périnatalité c'est tellement une période sensible à tous les niveaux que notre système neurologique est impacté, le système neurologique gouverne le système hormonal aussi et donc voilà c'est très important d'aller réfléchir à en amont qu'est-ce qui a pu se dérégler en notre sein pour que ça se passe pas bien. Donc voilà, c'est un diagnostic différentiel. Il y a plein de choses, je pense, qui peuvent aider, mais évidemment, on s'y intéresse du côté médical pour réguler ça au plus vite et pour stabiliser le plus vite possible. Parce que si on est déprimé, qu'on manque d'appétit, qu'on est au bout du rouleau et qu'en fait on a la thyroïde complètement à côté, voilà, autant le prendre en charge et pas rester dans le mal sans même parler d'allaitement, quoi. Tout à fait. Ok, et très bien. Culpabiliser, c'est pas parce que notre thyroïde marche mal que c'est de notre faute. Oui, bien sûr, évidemment, c'est jamais de votre faute. Merci beaucoup Aurane d'avoir répondu à ces questions-là. Et puis à tous et à toutes, j'espère que ça vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt dans Milkshaker. Au revoir.
que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez donc le noter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux @milkshakerpodcast pour échanger ensemble. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte-bergerot.fr et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe, pour vous ou pour votre bébé, vous pouvez me retrouver à Suresnes dans les Hauts-de-Seine au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IG4U, IG ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Wish I could